Your sweet expression, smile you gave me, the way you looked when we met. It's easy to remember, but so hard to forget. Le livre qui parle vous propose d'écouter La déesse des petites victoires de Yannick Granek, interprété par Flora Brunier et enregistré par Christophe Battaglia, avec l'aimable autorisation des éditions Anne Carrière. But so hard to forget. So I must dream to have your hand caress me. Fingers press me tight. I'd rather dream. Octobre 1980, maison de retraite Pine Run, Doylestown, États-Unis. À l'exacte frontière du couloir et de la chambre, Anna attendait que l'infirmière plaide sa cause. La jeune femme se concentrait sur chaque bruit, tentant de museler son angoisse. Conversations effilochées, éclats de voix, murmures des télévisions, chuintements des portes qui s'ouvrent sans cesse, claquements des chariots métalliques. Son dos protestait, mais elle hésitait encore à poser son sac. Elle avança d'un pas pour se placer au centre du carreau de linoléum marquant le seuil de la chambre. Elle joua avec la fiche cartonnée rangée dans sa poche pour se donner du courage. Elle y avait rédigé un argumentaire solide en capital bien lisible. La soignante caressa la main constellée de taches de la vieille dame, ajusta son bonnet et cala ses oreillers. « Madame Gödel, vous avez trop peu de visites pour vous permettre d'en refuser. Recevez-la, faites-la tourner en bourrique, ça vous donnera un peu d'exercice. » En sortant, l'infirmière offrit un sourire compatissant à Anna. « Il faut savoir s'y prendre avec elle. Bonne chance, ma jolie. » Elle ne l'aiderait pas davantage. La jeune femme hésita. Elle s'était pourtant préparée à cet entretien. Elle exposerait les points forts de sa démonstration en prenant soin d'articuler chaque mot avec entrain. Sous le regard peu amène de la grabataire, elle se ravisa. Elle se devait de rester neutre, de disparaître derrière la tenue passe-muraille choisie ce matin-là, jupe écossaise dans les beiges, twinset assortie. Elle n'avait désormais qu'une seule certitude, Madame Gödel n'était pas de ces vieilles femmes qu'on réduit à leur prénom parce qu'elles vont bientôt mourir. Anna ne sortirait pas sa fiche. « Je suis très honorée de vous rencontrer, Madame Gödel. Je m'appelle Anna Ross. »« Ross, vous êtes juive ?» Anna sourit au plantureux accent viennois, refusant de se laisser intimider. « Cela a de l'importance pour vous ?»« Aucune. J'aime apprendre d'où viennent les gens. Je voyage par procuration maintenant que... » La malade tenta de se redresser avec un rictus de douleur. Dans un élan, Anna voulut l'aider. Un regard polaire l'en dissuada. « Alors comme ça, vous êtes de l'Institut ? Vous êtes bien jeunette pour moisir dans cette maison de retraite pour scientifiques. Mais abrégeons, nous savons toutes de ce qui vous amène. » « Nous pouvons vous faire une proposition. » Quelle bande d'imbéciles, comme si c'était une question d'argent. Anna sentit la panique monter. Surtout ne réponds pas. Elle osait à peine respirer malgré la nausée provoquée par les odeurs de désinfectants et de mauvais café. Elle n'avait jamais aimé ni les vieux ni les hôpitaux. Fuyant son regard, la vieille dame tortillait des cheveux invisibles sous son bonnet de laine. « Partez, mademoiselle, vous n'êtes pas à votre place ici. » Anna s'écroula dans un siège en sky marron du foyer. Elle tendit la main vers la boîte de chocolat à la liqueur posée sur un guéridon à côté d'elle. Elle l'y avait abandonnée en arrivant. Les douceurs étaient une mauvaise idée. Madame Gödel ne devait plus être autorisée à en manger. La boîte était vide. Anna se vengea sur l'ongle de son pouce. Elle avait tenté et échoué. L'Institut devrait patienter jusqu'au décès de la veuve en priant tous les dieux du Rhin pour que celle-ci ne détruise rien de précieux. La jeune femme aurait tant aimé être la première à inventorier le narlas de Kurt Gödel. Mortifiée,
Elle pensa encore à ses dérisoires préparatifs. Finalement, elle s'était fait éjecter d'une pichenette. Elle déchira soigneusement sa fiche et en répartit chaque morceau dans les alvéoles de la boîte du confiseur. On l'avait mise en garde contre la vulgarité butée de la veuve Gödel. Personne n'était jamais parvenu à la raisonner, ni ses proches, ni le directeur de l'Institut lui-même. Comment cette folle pouvait-elle s'arc-bouter ainsi sur un trésor du patrimoine de l'humanité? Pour qui se prenait-elle? Anna se redressa. Foutu pour foutu, j'y retourne. Elle toqua à peine avant d'entrer dans la chambre. Madame Gödel ne sembla pas surprise de cette irruption. « Vous n'êtes ni cupide ni folle. En réalité, vous voulez juste les provoquer. Ce petit pouvoir de nuisance, c'est tout ce qu'il vous reste. » Et eux, qu'ont-ils manigancé cette fois? Me balancer dans les pattes une vague secrétaire? Une gentille fille pas trop jolie pour épargner ma susceptibilité de vieille femme? Vous êtes tout à fait consciente de la valeur de ces archives pour la postérité. Vous savez quoi? La postérité, je l'emmerde. Et vos archives, je vais peut-être les brûler. J'ai particulièrement envie d'utiliser certaines lettres de ma belle-mère comme papier chiotte. Vous n'avez pas le droit de détruire ces documents. Qu'est-ce qu'il croit à l'IAS? Que la grosse Autrichienne est incapable de mesurer l'importance de ces papiers? J'ai vécu avec cet homme pendant plus de 50 ans. J'en ai foutrement conscience de sa grandeur. J'ai porté sa traîne et astiqué sa couronne toute ma vie. Vous êtes comme tous ces trous du cul serrés de Princeton. Vous vous demandez pourquoi un tel génie a épousé une truie pareille? Adressez-vous à la postérité pour avoir la réponse. Personne ne s'est jamais posé la question de savoir ce que moi, j'ai bien pu lui trouver. Vous êtes en colère, mais pas vraiment contre l'Institut. La veuve Gödel la fixa de ses yeux bleus délavés, veinés de rouge, assortis à sa chemise de nuit fleurie. Il est mort, madame. Personne n'y peut rien. La vieille dame fit tourner son alliance sur un doigt jauni. De quel fond de tiroir à doctorat vous ont-ils sorti? Je n'ai pas de compétences scientifiques particulières. Je suis documentaliste à l'IAS. Kurt prenait toutes ses notes en Gabelsberger, une sténo allemande oubliée. Si je vous les donnais, vous ne sauriez pas quoi en faire. Je maîtrise le Gabelsberger. Les mains abandonnèrent la bague pour agripper le col de la robe de chambre. Comment est-ce possible? Il doit rester 3 personnes sur Terre. Meine Großmutter war Deutsche. Sie hat mir die Schrift beigebracht. Il se croit toujours aussi malin. Je devrais vous faire confiance parce que vous bredouillez un peu d'allemand? Pour votre gouverne, mademoiselle la documentaliste, je suis viennoise, pas allemande. Et sachez que les 3 personnes capables de traduire le Gabelsberger ne font pas partie des 10 qui peuvent comprendre Kurt Gödel. D'ailleurs, ni vous ni moi n'en sommes capables. Je n'ai pas cette prétention. J'aimerais me rendre utile en répertoriant le contenu d'une arlasse afin que d'autres, des gens réellement compétents, l'étudient. Ce n'est ni un caprice ni un rapt, mais une marque de respect, madame. Vous êtes toute voûtée, ça vous vieillit. Redressez-vous. La jeune femme corrigea sa posture. Elle avait toute une vie de « Anna, redresse-toi » derrière elle. Ils venaient d'où, ces chocolats? Comment avez-vous deviné? Une question de logique. Primo, vous semblez être une brave fille bien éduquée, vous n'avez pas débarqué les mains vides. Secundo... Elle lui indiqua la porte d'un coup de menton. Anna se retourna, une toute petite chose fripée patientait dans l'embrasure. Son pull angora rose pailleté était souillé de chocolat. « Adèle, c'est l'heure du thé ?»« J'arrive, Gladys. Puisque vous tenez à être utile, mademoiselle, commencez par m'aider à sortir de ce cercueil chromé. » Anna approcha le fauteuil roulant, rabattit la barrière métallique et repoussa les draps. Elle hésitait à toucher la vieille dame. Celle-ci fit pivoter son corps, posa ses pieds tremblants à terre, puis invita d'un sourire la jeune femme à la soutenir. Anna la prit sous les bras. Une fois installée dans son fauteuil, Adèle soupira d'aise. Anna, de soulagement, surprise d'avoir retrouvé sans peine des gestes qu'elle pensait effacer de sa mémoire. Sa grand-mère Josepha laissait dans son sillage cette même odeur de lavande. Elle refoula sa nostalgie. Une gorge serrée, c'était peu cher payé pour un premier contact si prometteur. « Vous voulez vraiment me faire plaisir, mademoiselle Ross? Alors apportez-moi une bouteille de Bourbon la prochaine fois. Tout ce qu'on arrive à passer en fraude ici, c'est du sherry. J'ai horreur du sherry. D'ailleurs, j'ai toujours détesté les Anglais. Je peux donc revenir? Mag sein. » 2. 1928, le temps où j'étais belle. Être amoureux,
c'est se créer une religion dont le Dieu est faillible. Georges Louis Borges, 9 essais sur Dante. Je l'ai remarqué bien avant que son regard ne tombe sur moi. Nous habitions dans la même rue à Vienne, dans le Josefstadt, à 2 pas de l'université. Lui avec son frère Rudolf, moi chez mes parents. Ce petit matin-là, comme à mon habitude, je rentrais seul depuis le Narfalter, le cabaret qui m'employait. Je n'avais jamais été assez naïve pour croire au désintéressement des clients qui insistaient pour me raccompagner après mon service. Mes jambes connaissaient le chemin par cœur, mais je ne pouvais m'autoriser à baisser la garde. La ville était grise. On racontait des histoires terrifiantes à l'époque sur des gangs guettant les demoiselles à vendre au bordel de Berlin-Babylone. Alors me voilà, Adèle, plus vraiment une jeune fille, mais l'air d'avoir 20 ans, rasant les murs et questionnant les ombres. « Porcut, dans 5 minutes, tu quittes ces maudites chaussures, dans 10, tu es dans ton lit. » À quelques pas de chez moi, j'ai aperçu une silhouette sur le trottoir d'en face, celle d'un homme de taille modeste, enfoui dans un lourd manteau, la tête couverte d'un feutre sombre et le visage masqué par une écharpe. Les bras croisés dans le dos, il marchait avec lenteur, comme pour une promenade digestive. J'ai accéléré l'allure. J'avais les entrailles nouées. Mon ventre me trompait rarement. Personne ne se promène à 5 heures du matin. À l'aube, si vous êtes du bon côté de la comédie humaine, vous revenez d'un club. Sinon, vous partez travailler. Et puis, personne ne se serait emmitouflé ainsi par une si douce nuit. J'ai serré les fesses et parcouru les derniers mètres en évaluant les chances de réveiller les voisins par mes cris. Dans une main, je tenais ma clé, un petit sachet de poivre dans l'autre. Mon amie Lisa m'avait expliqué un jour comment aveugler un agresseur avant de lui lacérer les joues. Parvenu à mon immeuble, je me suis dépêché de claquer la mince porte de bois derrière moi. Il m'avait flanqué une de ses frousses. Je l'ai observé, caché par le rideau de ma chambre. Il déambulait toujours. Le lendemain, à la même heure, je n'ai pas pressé le pas en retrouvant mon fantôme. Dès lors, je l'ai croisé tous les matins pendant 2 semaines. À aucun moment, il n'a paru remarquer ma présence. Il semblait ne rien voir. J'ai changé de trottoir. Je voulais en avoir le cœur net, je l'ai frôlé. Il est passé à côté de moi sans même lever la tête. J'ai bien fait rire les filles du club avec mon histoire de poivre. Un jour, je ne l'ai pas revu. Je suis rentré un peu plus tôt, puis un peu plus tard. Il s'était volatilisé. Jusqu'au soir où, au vestiaire du Narfalter, il m'a tendu son lourd manteau, beaucoup trop chaud pour la saison. Son propriétaire était un beau brun d'une 20aine d'années, aux yeux bleus flous derrière de sévères lunettes cerclées de noir. Je n'ai pu m'empêcher de le provoquer. « Bonsoir, monsieur le fantôme de la Langgasse. » Il m'a regardé comme le commandeur en personne, puis s'est tourné vers les 2 amis qui l'accompagnaient. J'identifiais Marcel Natkin, un client de la boutique de mon père. Ils ont ricané comme le font tous les jeunes hommes quand ils sont un peu gênés, même les plus instruits. Il n'était pas, lui, du genre à faire du gringue aux demoiselles du vestiaire. Comme il ne répondait pas et que j'étais pressé par l'affluence à l'entrée, je n'ai pas insisté. J'ai pris les affaires de ces messieurs et je me suis caché entre les cintres. Vers 1 heure, j'ai revêtu mon costume de scène, une panoplie très décente comparée à ce qu'on pouvait exhiber dans certaines boîtes à la mode. C'était une tenue coquine de matelot. Chemisette, short blanc satiné avec une lavalière bleu nuit et j'étais bien sûr maquillée comme à la parade. C'est fou ce que je pouvais me mettre comme peinture à l'époque. J'ai fait mon numéro avec les filles. Lisa a encore raté la moitié des pas. Puis nous avons laissé la place aux chansonniers comiques. J'ai repéré le trio, assis près de l'estrade, appréciant pleinement nos jambes dévoilées, mon fantôme n'étant pas le moins assidu. J'ai repris mon poste au vestiaire. Le Narfalter était un petit club, il fallait faire un peu de tout, danser et vendre des cigarettes entre 2 passages. Ce fut au tour de mes amis de ricaner quand il me rejoignit quelques instants plus tard. « Veuillez m'excuser, mademoiselle, nous nous connaissons ? Je vous croise souvent sur la Langgasse. » Je farfouillais sous mon comptoir pour me donner une contenance. Il attendait, stoïque. « J'habite au 65, vous au 72, mais pendant la journée, je ne suis pas habillée ainsi. » J'avais envie de le taquiner. Son mutisme était attendrissant. Il paraissait inoffensif. « Que faites-vous toutes les nuits dehors, à part regarder vos chaussures avancées ? » J'aime réfléchir en marchant. Enfin, je réfléchis mieux en marchant. « À quoi donc de si absorbant ? » Je ne suis pas sûre que je puisse comprendre. Vous savez, les danseuses ont aussi une tête. Vérité et indécidabilité.
Laissez-moi deviner, vous êtes un de ces étudiants en philosophie. Vous dilapidez l'argent de votre père dans des études qui ne vous mènent à rien, sinon à reprendre l'entreprise familiale de bonneterie. C'est presque correct, je m'intéresse à la philosophie, cependant je suis étudiant en mathématiques. Mon père dirige effectivement une fabrique de vêtements. Il semblait étonné d'avoir autant parlé. Il se cassa en deux dans une parodie de salut militaire. Je m'appelle Kurt Gödel. Et vous, mademoiselle Ladel, c'est correct ? Presque correct, mais vous ne pouvez pas tout savoir. Cela reste à démontrer. Il s'esquiva à reculons, bousculé par un flot de clients. Je le revis, comme je l'avais espéré, à la fermeture. Ses petits camarades de jeu avaient dû le stimuler pendant la soirée. « Me permettez-vous de vous raccompagner ? Je vais vous empêcher de réfléchir, je suis très bavarde. » Ce n'est pas grave, je ne vous écouterai pas. Nous sommes repartis ensemble en remontant la rue de l'université. Nous avons bavardé, plus exactement, je l'ai questionné. Nous avons parlé de l'exploit de Lindbergh, du jazz qu'il n'appréciait pas, et de sa mère qu'il semblait aimer beaucoup. Nous avons évité d'évoquer les violentes manifestations de l'année passée. Je ne sais plus de quelle couleur étaient mes cheveux à l'époque de notre rencontre. J'en ai changé si souvent dans ma vie. Je devais être blonde, un peu Jean Harlow, en moins vulgaire. J'étais plus fine. De profil, je ressemblais à Betty Bronson. Qui se souvient encore d'elle ? J'adorais les acteurs. J'épluchais chaque numéro de la semaine cinématographique. La bonne société viennoise où évoluait Kurt se méfiait du cinéma. Elle chipotait peinture, littérature et surtout musique. Ce fut ma première abdication. J'allais voir des films sans lui. À mon grand soulagement, Kurt préférait l'opérette à l'opéra. J'avais déjà mis pas mal de rêves sous mon mouchoir. À 27 ans, j'étais divorcée. Pour fuir la rigidité de ma famille, je m'étais mariée trop jeune avec un homme inconsistant. Nous sortions à peine des années d'inflation et de débrouille. Choux raves, pommes de terre et marché noir. Nous allions y replonger très vite. J'étais affamée, j'avais envie de faire la fête, je m'étais trompée d'homme. J'avais pris le premier venu, un beau parleur. Kurt, lui, ne faisait jamais de promesses qu'il ne pouvait tenir. Il était scrupuleux jusqu'à la nausée. Mes rêves de jeune fille, je les avais bazardés. J'aurais aimé faire du cinéma, comme toutes les girls de l'époque. J'étais un peu folasse, assez jolie, surtout du profil droit. L'esclavage de la permanente venait de remplacer celui des cheveux longs. J'avais les yeux clairs, la bouche toujours dessinée par du rouge, de belles dents et de petites mains. Une tonne de poudre sur la tache de vin qui gâtait ma joue gauche. En définitive, cette maudite tache m'a bien servi. J'ai pu lui reprocher toutes mes illusions perdues. Kurt et moi n'avions rien en commun, du moins si peu. J'avais 7 ans de plus, je n'avais pas fait d'études, il préparait son doctorat. Mon père était photographe de quartier, le sien industriel prospère. Il était luthérien, j'étais catholique, à cette époque sans trop de zèle. Pour moi, la religion était un souvenir de famille voué à prendre la poussière sur la cheminée. En ce temps-là, on entendait tout au plus cette prière dans la loge des danseuses. « Marie, vous qui l'avez eu sans le faire, faites que je le fasse sans l'avoir. » On avait toute peur de se faire refiler un locataire, moi la première. Beaucoup finissaient dans l'arrière-cuisine de la mère Dora, une vieille tricoteuse. À 20 ans, j'avançais un peu au hasard. Bonne pioche, mauvaise pioche, je jouais. Je n'imaginais pas devoir faire des réserves de bonheur ou d'insouciance pour plus tard. Je devais tout brûler, tout saccager. J'aurais le temps de rejouer. J'aurais surtout celui de regretter. La promenade s'est achevée comme elle avait commencé, dans le très inconfortable silence où chacun cachait ses pensées. Même si je n'ai jamais été douée pour les mathématiques, je connais ce postulat. Une toute petite inflexion de l'angle de départ fait une énorme différence à l'arrivée. Dans quelle dimension, quelle version de notre histoire ne m'a-t-il pas raccompagnée ce soir-là ? 3. Comment ça, Magzine ? Elle lâchera ses papiers, oui ou non ? Que gagne-t-elle à ce petit jeu ? Du temps, je suppose, de l'écoute. Prenez tout le temps nécessaire. Assurez-vous seulement que le Narlas est en lieu sûr. Et n'allez pas la contrarier. Elle pourrait le foutre à la poubelle, cette vieille folle. J'en doute, elle semble tout à fait lucide. Là-dessus, en tout cas. Grotesque. Elle est incapable de les déchiffrer. En 50 ans de vie commune, il a pu lui expliquer certains aspects de son travail. Nous ne nous intéressons pas aux mémoires d'un représentant de commerce, bon sang de bois. Nous parlons d'un domaine dont la plupart des gens ne comprennent pas le simple énoncé. Anna recula d'un pas. Elle détestait sentir son espace intime envahi. Calvin Adams possédait la fâcheuse habitude de vous postillonner au visage à chaque montée de tension. La jeune femme avait résumé son entretien avec la veuve Gödel au directeur dès son arrivée à l'Institut. Elle s'était gardée d'édulcorer l'agressivité de la vieille dame. Elle voulait souligner son mérite.
Elle avait au moins réussi à entr'ouvrir une porte là où son prédécesseur, un spécialiste patenté, s'était cassé le nez. Agacé par ce statu quo, le doyen avait dédaigné la nuance. Et s'il avait détruit lui-même ses archives dans un accès de paranoïa ? Peu probable. La famille n'a rien réclamé ? Gödel n'a aucun héritier hormis son frère Rudolf qui vit en Europe. Il a tout légué à sa femme. Il l'estimait donc capable d'exercer son droit moral. Ces papiers reviennent à l'Institut pour leur valeur diachronique, que ce soit ses carnets, ses factures ou ses ordonnances. Un manuscrit inédit, qui sait ? Nous avons peu de chance d'y découvrir quoi que ce soit de fondamental. Il s'était un peu égaré ces dernières années. Les égarements d'un génie portent encore la trace du génie. Ma chère Anna, dans votre domaine, le romantisme est signe d'amateurisme. Cette familiarité méprisante la révoltait. Anna côtoyait Calvin Adams depuis l'enfance, mais elle ne se serait jamais permis de l'appeler par son prénom. Surtout pas entre les murs de l'IAS. Pour un peu, il y aurait tapoté la cuisse. Quant au génie de Gödel, elle ne péchait pas par naïveté, elle était animée d'une sincère fascination. En 50 ans, le reclus mythique avait très peu publié. Selon tous les témoignages, il n'avait pourtant jamais cessé de travailler. Pourquoi ne pas attendre de ces documents plus qu'un simple matériel historique ? Elle ne se contenterait pas d'un rôle de coursier. Elle devait absolument se procurer ce narlas et faire ravaler sa condescendance à Calvin Adams. « Vous vous y connaissez en Bourbon, monsieur le directeur ?» Question superflue pour quiconque endurait son haleine matinale. Anna reprit le chemin de la maison de retraite en début d'après-midi, prête à remonter à l'assaut. L'infirmière de garde la coupa dans son élan. Madame Gödel était en soins, elle devrait patienter. Penaude, la jeune femme se rabattit sur les fauteuils de l'accueil. Elle choisit son siège de manière à pouvoir surveiller la porte interdite. Une créature d'une bonne centaine d'années l'interpella du bout du couloir. « Vous avez des chocolats ?» Devant le mutisme de la visiteuse, elle repartit aussi sec. Anna n'osa plonger dans un roman de peur de rater l'arrivée d'Adèle. Elle commençait à s'impatienter quand elle vit la femme de ménage entrer dans la chambre en laissant la porte ouverte derrière elle. Elle s'y risqua. Elle agit en habituée des lieux. Elle se débarrassa de ses affaires, se lava les mains avant d'inspecter la pièce sans en avoir l'air. À sa première visite, aveuglée par l'angoisse, elle n'avait rien entrevu des détails. Les murs de la chambre, d'un téméraire turquoise, parvenaient à réconcilier le formica chêne foncé du lit et le béjas de la table à roulettes. Le fauteuil flambant neuf, bleu lui aussi, attendait les visiteurs un par un. Elle fut choquée de ne voir pour toute lecture qu'une Bible fatiguée et quelques magazines futiles. Elle nota quelques objets plus personnels, une couverture au crochet, un oreiller à motif floral, une lampe de chevet à pampilles de verre. Les stores métalliques filtraient une lumière dorée. Tout était rangé avec soin. Hormis l'appareillage médical omniprésent et le poste de télévision au perché, la pièce était douillette. Anna aurait bien bu une tasse de thé brûlant près de la fenêtre. Un radio-réveil en plastique blanc lui rappela que sa journée était fichue. La jeune femme de salle passa une toile humide sur le sol, puis s'éclipsa vers d'autres tâches. Sur la table de nuit paradaient des bibelots vieillots sans grande valeur apparente. Elle reposa dégoûtée une boîte aux couleurs délavées où se desséchaient quelques vagues grumeaux et qui avait contenu des bonbons à la violette du café Demmel, produziert in Österreich. Elle s'attarda sur les photographies au cadre tarabiscoté. Le profil d'Adèle, très jeune, les cheveux crantés, coupés à la garçonne, avait une douceur aujourd'hui disparue. Elle était jolie, malgré ce regard vide propre au vieux tirage de studio. Elle devait être châtaine, mais le noir et blanc ne permettait pas de distinguer avec certitude la nuance de ses cheveux. Ses sourcils plus foncés étaient dessinés au pinceau à la mode de l'époque. Sur un cliché de mariage, Adèle, déjà moins pimpante, toujours de profil, était passée au blond platine. De son côté, M. Gödel fixait l'objectif sans y croire. Une scène de groupe, avec en arrière-fond la Méditerranée, la montrait, énorme et hilare, sans son mari. « Vous inventoriez avant la vente aux enchères ?» Anna chercha en vain une excuse. Elle travaillait après tout. À elle de définir la lisière entre le souvenir personnel et le patrimoine. La soignante aida Adèle à regagner son lit. « Voilà, Madame Gödel, reposez-vous maintenant. » Anna capta le message. « Ne nous l'énervez pas, elle a le cœur fragile. »« Pensez-vous que je cache le narlas de Kurt Gödel dans ma table de chevet, mademoiselle ? » ?»« Votre chambre semble très agréable à vivre. »« C'est un endroit pour mourir, pas pour vivre. » Anna avait de plus en plus envie d'une bonne tasse de thé. « J'accepte de vous parler, mais épargnez-moi votre pitié de jeune femme. Verstanden ?» J'ai cédé à la curiosité. J'ai regardé vos photos. Rien de malsain. Elle s'approcha du portrait de jeunesse. « Vous étiez belle ? » « Je ne le suis plus. Je vous épargne ma pitié de jeune femme. »
touché. J'avais 20 ans quand mon père a pris ce cliché. Il était photographe professionnel. Mes parents tenaient une petite boutique à Vienne, en face de chez mon futur mari. Elle lui reprit le cadre. Je n'ai pas le souvenir d'avoir été cette personne. Moi aussi, j'ai souvent cette impression. Ça doit être la coiffure. Les modes changent si vite. Parfois, les gens sur les photos anciennes semblent appartenir à une espèce différente. Je vis désormais au milieu d'une autre espèce. Voilà ce que l'on nomme avec pudeur la vieillesse. Anna fit mine d'apprécier l'aphorisme en silence. Elle cherchait un biais pour aborder le sujet réel de sa visite. Je pontifie, n'est-ce pas? Les vieux adorent ça. Moins nous possédons de certitudes, plus nous les assénons. C'est pour masquer la panique. On pontifie à tout âge, hein. On est toujours le vieux de quelqu'un. À travers le sourire d'Adèle, Anna perçut un peu de la lumineuse demoiselle cachée dans cette grosse dame acerbe. Avec le temps, le menton se rapproche du nez. L'âge donne l'air dubitatif. Anna toucha son visage par réflexe. Vous êtes encore trop jeune pour le vérifier. Quel âge avez-vous, mademoiselle Ross? Appelez-moi Anna, s'il vous plaît, j'ai 28 ans. À votre âge, j'étais si amoureuse. Vous l'êtes? La jeune femme ne répondit pas. Adèle la regarda avec une tendresse inédite. Voulez-vous une tasse de thé, Anna? Il sera servi au jardin d'hiver dans une demi-heure. Vous supporterez bien quelques vieilles biques supplémentaires. Jardin d'hiver est le nom prétentieux qu'ils donnent à cette affreuse véranda remplie de fleurs en plastique. Comme si aucun d'entre nous n'avait la main verte. Alors, d'où venez-vous? Vous avez éludé ma question la dernière fois. Vous voyagez souvent en Europe? Êtes-vous déjà allé à Vienne? Enlevez donc ce gilet. C'est à la mode, ce beige-là? Il ne vous flatte guère. Où habitez-vous? Nous avions une maison dans le nord de Princeton, à 2 pas de Grover Park. Anna ôta son cardigan, il faisait très chaud au purgatoire. S'il lui fallait engager un deal, la vie de la vieille dame contre la sienne, elle en avait pour une éternité. Adèle fut déçue d'apprendre que sa visiteuse n'avait jamais mis les pieds à Vienne, mais satisfaite de son cadeau, sa marque de Bourbon préférée. 4. 1928. Le cercle. Quel drôle d'oiseau es-tu, toi qui ne sais pas voler? Quel drôle d'oiseau es-tu, toi qui ne sais pas nager? Sergueï Prokofiev, Pierre et le loup. Vienne nous a rapprochés. Ma ville vibrait d'une telle fièvre. Elle bouillonnait d'une énergie féroce. Les philosophes dînaient avec les danseuses, les poètes avec les bourgeois, les peintres riaient au milieu d'une incroyable densité de génie scientifique. Tout ce joli monde parlait sans fin dans l'urgence des plaisirs à saisir, femmes, vodka et pensées pures. Le virus du jazz avait contaminé le berceau de Mozart. Sur des rythmes nègres, nous conjurions l'avenir et purifions le passé. Les veuves de guerre flambaient leurs pensions au bras des gigolos. Les rescapés des tranchées ouvraient des portes jusque-là cadenassées. Une dernière danse, un dernier verre avant la fermeture. J'avais les yeux clairs, les jambes fines, j'aimais écouter les hommes. Je pouvais les amuser, ramener d'un mot sur terre les esprits égarés par l'alcool ou l'ennui. Ils clignaient des paupières comme des dormeurs tirés du lit, surpris d'être là, à cette table, dans ce bruit soudain. Ils cherchaient dans le vin renversé la trace d'une idée évaporée, pour, en fin de compte, décider à en rire, reprendre la conversation là où elle avait commencé, au niveau de mon décolleté. J'étais jeune, ivre, un peu chic fille, un peu mascotte. J'avais ma place. Pour notre premier vrai rendez-vous, j'avais sorti le grand jeu. Il m'avait invité au café Demel, un établissement raffiné, fréquenté par le beau monde. Je n'avais rien à envier aux élégantes siroteuses de thé. Un chapeau-cloche asymétrique masquait d'une ombre discrète ma peau tachée. Le soyeux crémeux de mon chemisier neuf flattait gentiment mon teint. Un bon mois de salaire, mon père en aurait fait une jaunisse s'il l'avait appris. J'avais emprunté l'étole de mon amie Lisa. Elle avait fait toutes les épaules des girls du Narfalter en chasse d'un mari respectable. Pour ma part, je n'avais aucune envie de me remarier. Mon respectueux étudiant me soulageait pour un temps des apprentis macros du club. Nous en étions à la valse d'approche, par des cercles de plus en plus petits. À l'époque, je n'utilisais pas des mots comme « concentrique ». Lisa m'aurait regardé de travers. « Je sais d'où tu viens, ma fille. Inutile de te la jouer avec moi. » Kurt et moi avions partagé quelques verres et quelques balades nocturnes au cours desquelles je lui avais arraché de maigres confidences. Il était né à Brnau, en Moravie, terre tchèque. De caractère peu aventureux, il avait choisi Vienne par commodité, son aîné Rudolf y ayant déjà entamé ses études de médecine. Cette famille d'origine allemande semblait avoir peu souffert de l'inflation d'après-guerre. Les deux frères menaient un train de vie très confortable. Kurt était le plus souvent silencieux, s'en excusant, séduisant sans le savoir.
Il raccompagnait l'Adèle fatiguée des petits matins, il ne me connaissait pas encore à la lumière du soleil. Ce jour-là, il avait choisi une place dans l'arrière-salle. Je fis teinter mes talons, me déhanchant entre les nappes blanches jusqu'à sa table. Il aurait eu tout le loisir de me détailler s'il n'avait été absorbé par sa lecture. Quand il sortit de son livre, je fus de nouveau frappé par sa jeunesse. Il était si lisse, une peau de bébé, les cheveux naturellement disciplinés, le costume impeccable. Il n'avait rien de ces acteurs de cinéma qui faisaient glousser dans les coulisses du club. Ses épaules étaient taillées pour le travail de bureau, non pour l'aviron. Cependant, il était charmant. Il avait un regard plein de douceur, d'un bleu impossible à capturer. Bien que cette gentillesse ne soit pas feinte, la focale n'en était pas dirigée vers l'interlocuteur, mais tournée très loin à l'intérieur de lui-même. À peine nous étions-nous salués qu'une des Dämmerlinerinnen, toute d'austérité vêtue, s'empressa de prendre notre commande, nous sauvant d'un laborieux début de conversation. Je choisis un sorbet à la violette, tout en regrettant les indécents gâteaux du comptoir. Un premier rendez-vous ne se prêtait pas à l'étalage de ma gourmandise. Courte tomba dans un abîme de réflexion devant la carte des pâtisseries. La serveuse répondit avec patience à ses interminables questions. La description minutieuse de toutes ces douceurs attisait mon appétit. Je commandai un cornet à la crème en supplément. Au diable les bonnes manières. Il ne fallait pas me faire attendre. À la fin, Courte se contenta d'un thé. La demoiselle s'envola, soulagée. « Qu'avez-vous fait de votre après-midi, monsieur Gödel ?» Je suis allée à une réunion du cercle. « Une sorte de club anglais ?» Il remonta ses lunettes d'un doigt raide. « Non, c'est un club de discussion fondé par les professeurs Schlick et Hahn. Hahn sera sans doute mon directeur de thèse à l'université. Je vois le tableau. Vous digérez en admirant les boiseries dans de gros fauteuils en cuir. Nous nous retrouvons dans une petite pièce au rez-de-chaussée de l'Institut de mathématiques, ou dans un café. Il n'y a pas de fauteuil en cuir, et je n'ai pas remarqué de boiserie. Vous parlez sport et cigares ? Nous parlons de mathématiques, de philosophie, du langage. Des femmes ? Non, pas de femmes. Enfin si, parfois. Olga Hahn se joint à nous. Elle est belle ? Il ôta ses lunettes pour en chasser une poussière invisible. Très intelligente, drôle, je crois. Elle vous plaît ? Elle est fiancée. Et vous ? Vous voulez savoir si je suis engagée ? Non. Qu'avez-vous fait de votre après-midi ? Nous avons répété un nouveau spectacle. Vous viendrez me voir ? Je n'y manquerai pas. J'admirais consciencieusement la salle. Un très joli endroit. Vous venez souvent ici, monsieur Gödel ? Oui, avec ma mère. Elle apprécie leur pâtisserie. Vous ne commandez rien à manger ? Il y a trop de choix. J'aurais su commander pour vous. La serveuse disposa devant lui la théière, la tasse, les pots de sucre et de lait. Il s'empressa de rectifier les positions respectives de l'ensemble. Il se retint de toucher à mon propre dispositif. Il prit une cuillerée de sucre, arasa le dessus avec grand soin, en évalua la quantité avant de la remettre dans le récipient, puis recommença la manœuvre. Je profitais de son manège tout en dégustant ma glace. Courte, lui, reniflait sa tasse. « Cela ne vous convient pas, monsieur Gödel ? Ils utilisent l'eau au point d'ébullition. Il est préférable d'attendre quelques minutes pour infuser les feuilles. Vous êtes un peu maniaque. Pourquoi dites-vous cela ? J'enfouis mon rire dans mon cornet à la crème. Vous avez un bel appétit. C'est un plaisir de vous regarder manger, Adèle. Je brûle tout. Je suis très énergique. Je vous envie. Je suis moi-même de santé fragile. Il eut un sourire goulu. Je me sentis comme un strudel dans la vitrine de la pâtisserie. Je tapotais mes lèvres à la serviette avant de me lancer dans le tango d'approche. En quoi consistent vos études précisément ? Je me prépare à un doctorat en logique formelle. J'en suis baba. On peut suivre des études de logique. La logique est pourtant une qualité qu'on a ou pas de naissance. Non, la logique formelle n'a pas à voir avec une qualité. Alors, qu'est-ce que cette bête-là ? Vous voulez vraiment discuter de ça ? J'y allais à fond, tout cils dehors. J'adore vous entendre parler de votre travail, c'est si fascinant. Lisa aurait levé les yeux au ciel. J'en restais à ma logique personnelle. Plus c'est gros, plus ça fonctionne. La vanité des hommes les rend sourds, mais bavards. Étape numéro 1, le laisser vous expliquer la vie. Il reposa sa tasse, l'anse alignée sur le motif floral de la soucoupe, puis changea d'avis, la replaçant selon son axe naturel, non sans lui avoir fait faire plusieurs tours. Je patientais, en me gardant bien d'exprimer mes pensées. « Allez, mon petit écolier, tu ne peux pas résister à ça, tu es un homme comme les autres. » La logique formelle est un système abstrait n'utilisant pas le langage courant, celui que nous pratiquons, vous et moi, pour discuter par exemple. C'est une méthode universelle vouée à manipuler des objets mathématiques.
Sans connaître le chinois, je pourrais comprendre la démonstration logique d'un chinois. À quoi cela vous sert-il, à part comprendre un chinois? Comment ça, servir? Quel est le but de la logique? Prouver. Nous cherchons des protocoles destinés à établir des vérités mathématiques définitives. Comme une recette de cuisine? Sous ce jour nouveau, je déchiffrais mieux sa tactique de séduction. Il n'était pas si timide. J'étais un spécimen d'étude singulier. Il ne savait comment procéder avec moi. J'étais plus difficile d'accès que les étudiantes, car insensible à sa réussite universitaire. Il devait avancer pas à pas, validant chaque étape. Un hasard, une promenade, 2 promenades, un thé. De quoi lui parler? La laisser parler. Comme il me l'avoua plus tard, sa technique de chalutage habituelle était bien différente. Il donnait rendez-vous à des jeunes femmes dans une salle de l'université où travaillait une autre étudiante qui était, elle, le réel objet de sa convoitise. Jalousie, compétition, billard par la bande, mathématiques appliquées. Vous ne pouvez pas tout prouver, n'est-ce pas, avec votre logique? Par exemple, peut-on prouver l'amour? Premièrement, pour prouver, il faut d'abord énoncer avec rigueur, morceler le problème en petits objets durs et immuables. Deuxièmement, on ne peut pas tout transposer dans ce domaine, ce serait incorrect. L'amour n'est pas régi par un système formel. Un système formel? C'est un langage strictement objectif propre aux mathématiques. Il se base sur un ensemble d'axiomes. L'amour est subjectif, par définition. Il n'existe pas d'axiome de départ. Qu'est-ce qu'un axiome? Une vérité évidente en soi, sur laquelle on construit une connaissance plus complexe, comme un théorème. Comme une brique? La tasse de thé est repartie pour 3 tours. Si vous voulez. Je vais vous apprendre le premier théorème d'Adèle. En amour, 1 plus 1 égale tout et 2 moins 1 égale rien. Ce n'est pas un théorème, c'est une conjecture tant que cela n'a pas été prouvé. Que faites-vous de celles qui ne résistent pas à l'épreuve? Les envoyez-vous au cimetière des conjectures? Il ne m'accorda pas un sourire. J'arrêtai là les subtilités pour passer à l'étape numéro 2, la chauffe. La provocation vous rapproche du sujet. Je ne suis pas d'accord avec vous. L'amour est si prévisible dans ses répétitions. Nous vivons tous un enchaînement logique. Désir, plaisir, souffrance, désamour, répulsion, etc. Tout n'est confus ou personnel qu'en apparence. J'appuyais à dessein sur les mots plaisir et souffrance. Adèle, vous êtes une positiviste sans le savoir. C'est terrifiant. Il expulsa un couinement aigu de souris. Cet homme n'avait-il donc jamais appris à rire? Vous pensez devenir professeur, monsieur Gödel? Certainement. Je serai sans doute Privatdozent dans quelques années. Pauvres étudiants. Positiviste. Autant me traiter de bolchevique. Je décidai de secouer un peu ce sac de certitude. Étape numéro 3, la trempe. Refroidissement brutal du sujet. Et je le plantai là. Je n'ai pas savouré mon petit effet très longtemps. Le claquement de mes talons s'est évanoui dans le vacarme des fiacres de la Michaelerplatz. J'ai marché dans du crottin. J'ai pesté contre le monde entier, les chevaux et les hommes. Puis je me suis maudite. Certes, j'avais réussi à accrocher ses yeux bleus, mais j'y avais lu de l'effarement, non de l'admiration. J'avais essayé une robe bien trop belle pour moi, et je n'avais pas les moyens de me l'offrir. Je la regrettais déjà. « 5. Anna profita de l'absence du cerbère de l'accueil pour inspecter le registre. Elle nota les rares visites enregistrées au nom de Madame Gödel ces dernières semaines. Seulement des femmes, et sans doute pas des plus jeunes, si l'on se fiait à leur prénom. Elle remit le cahier à sa place exacte avant de rejoindre son fauteuil stratégique. Elle était arrivée trop tôt. Elle patienterait, comme d'habitude. Cet automne, elle pourrait enrichir d'une nouvelle entrée sa liste noire des tâches idiotes. Chercher le début du rouleau de scotch, faire la queue à la banque, choisir la mauvaise caisse au supermarché ou rater la sortie d'autoroute. Attendre Adèle. La somme des petits bouts de temps gaspillés et des retards des autres est égale à une vie perdue. De l'extrémité du couloir, Gladys se précipita vers elle. Elle avait une vitalité étonnante pour son âge. Elle inspecta sans pudeur le fourre-tout. Elle fut déçue, la visiteuse n'avait rien apporté cette fois. « Vous êtes toute pimpante, Gladys ?» La miniature en angora rose sortait des griffes d'un coiffeur pervers. Odeur récurrente de lac, d'ammoniac et couleur surnaturelle. « Faut pas se laisser aller. Vous savez ce que c'est, les hommes. » Anna étreignit son sac. Elle ne voulait surtout pas savoir. Elle refoula des images dérangeantes de peaux vieilles l'une contre l'autre et de sexe mou entre des doigts desséchés. « Il ne nous en reste pas beaucoup à la maison de retraite. À peine un pour 6 femmes. Je pourrais vous en raconter des vertes. Je ne préfère pas. » Gladys ne cacha pas sa déception.
Pas de friandises ni de potins à se mettre sous le dentier. Anna eut pitié d'elle et relança la conversation. « Et Adèle ? Elle ne demande même plus le coiffeur. Faut dire qu'elle a des problèmes avec ses cheveux. Elle les perd à poignée. Ils sont beaux, les vôtres. C'est votre couleur naturelle ? Elle est déprimée ? » La vieille dame lui tapota la main. « Adèle est au foyer. Suivez la musique. Je vous abandonne, ma petite. J'ai un rendez-vous. » Anna trouva la salle sans difficulté. Elle suivit les bribes d'un air entraînant joué sur un piano mal accordé. Les murs étaient vérolés de peinture criarde. Trônant dans son fauteuil roulant, Adèle tapait du pied en cadence. En apercevant la jeune femme, elle posa un doigt sur ses lèvres. Elle portait toujours son bonnet, une épaisse veste de laine qui avait dû connaître des jours de gloire au siècle précédent, et des savates molles. Anna choisit le siège le plus proche, rose comme pour une maternité, le début et la fin en couleur pastel. Le pianiste, juvénile à l'échelle locale, se retourna sur l'accord final. Il avait une cicatrice de bec de lièvre et un œil à demi fermé. L'autre était tendre. Il embrassa Adèle sur la joue avant de s'éloigner. Jack est le fils de l'infirmière en chef. Il est inadapté, mais charmant. Qu'est-ce qu'il jouait ? J'ai déjà entendu cette mélodie. Je suis la veuve joyeuse d'un homme qui adorait l'opérette, Offenbach. Anna contracta son fessier qui glissait sur le sky. L'humour est une condition de survie, mademoiselle, surtout ici. Chacun sa façon de gérer son chagrin. Ce n'est pas un commerce, la douleur. On ne gère pas une noyade, on cherche à remonter. Ou on se noie. Vous semblez être une spécialiste en la matière. Vous êtes si raide, détendez-vous. Pour Anna, rien n'était plus crispant que l'injonction de se relaxer. Adèle était bien trop en forme pour une veuve. La jeune femme ne parvenait pas à la comprendre. Elle n'avait jamais été très douée pour déchiffrer les gens, et la vieille dame ne correspondait de surcroît à aucun des schémas répertoriés par son esprit procédurier. Elle aurait préféré se retrancher derrière son habituel quant à soi, mais elle n'avait ni le temps ni le talent des atermoiements tactiques. « Vous ne vouliez pas me parler ? Vous me laissiez attendre à l'accueil ? Vous me faites une scène ? Je ne me le permettrai pas. C'est bien dommage. Ramenez-moi à ma chambre, s'il vous plaît. » Anna s'exécuta, mais le fauteuil était bloqué. Le frein, jeune fille. Désolée. Bannissez ce mot de votre vocabulaire. Adèle était, elle, de ces femmes qui ne s'excusent pas d'exister. Elles longèrent le couloir en silence. Les murs étaient masqués par une reproduction fatiguée de forêt automnale. Un rebelle discret avait commencé à décoller un lait dans un coin à la recherche d'une sortie de secours inexistante. Nous étions beaucoup de veuves à l'enterrement. Les hommes partent avant, c'est comme ça. Un vent frais agitait le store de la chambre. Anna se précipita. « Laissez-la ouverte, j'étouffe. »« Vous allez attraper froid. Je déteste les fenêtres fermées. »« Je vous installe dans votre lit ? » J'aimerais profiter du monde vertical encore quelques instants. Anna gara le fauteuil à l'abri du courant d'air et s'assit à son côté. Gladys ne change donc jamais de pull ? Elle en a toute une collection, une bonne vingtaine, tous roses. Tous atroces. Quand vous oubliez d'être sérieuse, Anna, vous avez un très beau sourire. « 6. 1929. Les fenêtres ouvertes, même en hiver. » Entre le pénis et les mathématiques, il n'existe rien. Rien. C'est le vide. Céline, voyage au bout de la nuit. Certains soirs après l'amour, Kurt me demandait de décrire mon plaisir. Il voulait le quantifier, le qualifier. Vérifier si sa teneur était différente du sien. Comme si, nous les femmes, avions accès à un autre royaume. J'étais bien en peine de lui répondre, du moins avec la précision attendue. « Tu redeviens un adolescent boutonneux, Courtelet. » Dans ce cas, je parlerai plutôt de tes seins. Pardon, de tes gros seins. « Tu aimes mes seins ?» Il défroissa sa chemise. Je ne lui avais pas laissé le temps de plier ses affaires sur la chaise comme à son exaspérante habitude. « Je t'aime. Tu mens. Tous les hommes sont des menteurs. Tout dépend de celui qui l'affirme. Est-ce une leçon de ton père ou de ta mère ? Syllogisme ou sophisme ? Tu me causes chinois, ô monsieur le doctorant. Si c'est ton père, tu ne pourras jamais savoir s'il ment ou non. Si c'est ta mère, sa vérité est contingente à son expérience avec les hommes. Le bon sens suffit à nous dire que l'éducation des filles est basée sur le mensonge. Inutile de tenter ta logique démoniaque avec moi. Tu as le cœur sec, tu n'es qu'un homme. Argumentum ad hominem. Ta logique est inappropriée, ta morale injuste. Si j'utilisais des arguments aussi bas, je passerais pour un affreux goujat. Va donc remettre du charbon dans le poêle. Kurt jeta un regard suspicieux à l'appareil. Il détestait cette corvée. Il ouvrit la fenêtre en grand. « Que fais-tu ? Il gèle à pierre fendre !» « J'étouffe.
Il y a un mauvais air dans cette pièce. Je mourrais d'une pneumonie par ta faute. Viens. » Il abandonna sa chemise et s'allongea contre moi. Nous nous cachâmes sous les couvertures. Il me caressa la joue. « J'aime ta tâche. » J'attrapai sa main. « Tu es bien le seul. » Avec 2 doigts, il décrivit un 8 couché entre mes 2 seins. J'ai lu une histoire très intéressante sur les taches de vin. Je le mordillai. Selon une légende chinoise, les taches de naissance proviennent des vies antérieures. Je t'ai donc fait une marque dans une vie précédente pour pouvoir te retrouver dans celle-ci. Autrement dit, je t'ai déjà supporté dans une vie passée et je suis condamnée à te souffrir dans toutes les autres. J'en arrive à la même conclusion. Qu'est-ce qui m'aidera à te reconnaître, toi ? Je garderai toujours mes fenêtres ouvertes, même en hiver. Trop de fenêtres à inspecter, il serait plus prudent que je te laisse une trace, moi aussi. Je le mordis, sans retenue cette fois. Il hurla. On n'oublie jamais la douleur, Courtelet. Tu es folle, Adèle. Qui de nous deux est le plus fou ? Regarde comme tu m'as défiguré. J'espère que c'était à la toute dernière vie. Je ne me vois pas me promener ainsi depuis la nuit des temps. Mes mains se firent pardonner ma morsure. Je sentis son corps se détendre. Tu dors ? Je réfléchis. Je dois partir travailler. Déjà ? J'ai un cadeau pour toi. Il sortit de sa pochette glissée sous le lit 2 pommes, rouges et bien lustrées. Au couteau, il avait gravé sur l'une 220, sur l'autre 284. Est-ce notre compte de vies antérieures ? Un de nous deux a pris de l'avance. Je mangerai 220, toi 284. Tu choisis toujours le plus léger. Tais-toi un peu, Adèle. C'est une coutume arabe. 220 et 284 sont des nombres amiables, des nombres magnifiques. Chacun est la somme des diviseurs de l'autre. Les diviseurs de 284 sont 1, 2, 4, 71 et 142. Leur somme est égale à 220. Assez, c'est trop de romantisme, mon crapaud. Je vais me pâmer. On connaît seulement 42 paires inférieures à 10 millions. Cesse, je te dis. On ne sait démontrer si leur nombre est infini. On n'a jamais trouvé de couple pair-impair. Je lui mis la pomme en bouche. En croquant la mienne, j'avais déjà la nostalgie de cet instant, de ce que nous ne serions plus. Des enfants beaux et stupides, étrangers à tout, sauf à nous-mêmes. Ce fut le plus précieux cadeau qu'il me fit jamais. J'ai gardé les pépins dans une boîte à bonbons du café d'Emel. À notre première étreinte, quelques mois auparavant, j'avais craint de le briser en le caressant. J'étais passé du torse massif et broussailleux de mon premier mari à son corps sec et imberbe. Je ne l'avais pas déniaisé, mais j'avais dû lui apprendre l'intimité, car au début de notre relation, le sexe lui était une purge, un tribut concédé à la biologie. Un détail à ne pas négliger sous peine de voir son acuité mentale diminuer. Bien sûr, je n'étais pas de son monde. Les intellectuels n'en sont pas moins des hommes, leurs appétits ne sont pas mis entre parenthèses, au contraire. Il y avait chez Kurt et ses amis un désir féroce, une revanche à prendre. Ils avaient tous une soif d'idéal impossible à atteindre, sinon par la chair. Nous autres girls étions une réalité enfin pétrissable. Il avait perdu sa virginité assez jeune, avec une beauté mûre, amie de la famille. La découverte de la liaison avait lancé sa mère, Marianne, dans une intense campagne de sauvegarde de l'honneur familial. Un capital à ne pas dilapider avec une fille sans grandes espérances. Marianne envisageait pour son fils un mariage avec une femme d'un niveau social adéquat. Une union confortable pour ouater le quotidien de sa précieuse progéniture. Son épouse aurait une bonne éducation, mais pas d'ambition personnelle. Une base nécessaire et suffisante pour perpétuer, ou plutôt enraciner, la dynastie de ces petits bourgeois enrichis par le labeur acharné du père. Kurt, après la rupture forcée avec la dame, avait protégé son intimité et pris le goût du secret. Plusieurs années après notre rencontre au Narfalta, la révélation de notre attachement sonnerait pour sa mère comme un injuste châtiment pour une vie si vertueuse. Marianne ne me pardonnerait jamais la duplicité de Kurt, sans admettre, bien entendu, que j'en avais été la première victime. En cet hiver 1929, Madame Gödel était encore dans la bienheureuse ignorance de mon existence. Elle venait de rejoindre ses 2 fils à Vienne après la mort de son mari. Kurt devait depuis lors réaliser des prouesses pour diviser son emploi du temps entre la soupçonneuse Marianne et l'exigeante Adèle, tout en poursuivant ses travaux à l'université. Lui qui n'aimait pas manger dînait chez moi, puis soupait après le théâtre avec sa famille. Il passait une partie de la nuit dans notre lit, courait à l'aube vers son bureau, puis s'infligeait de longues promenades digestives au bras maternel sur le Prater. Comment aurait-il pu tenir ? Un roc aurait fendu. Pourtant, il disait lui-même qu'il n'avait jamais aussi bien travaillé. Je n'avais pas compris qu'il se consumait. Son 220 à peine entamé, Kurt sauta du lit.
Il brossa ses habits, astiqua ses chaussures et vérifia chaque bouton de sa tenue. J'avais ri la première fois avant qu'il ne m'explique le sens de sa chorégraphie intime. Les boutons de chemise toujours du bas vers le haut pour éviter de les décaler. Il enfilait son pantalon par la jambe gauche. Ayant plus d'équilibre sur la droite, il minimisait son temps d'instabilité. Il en était ainsi de chaque instant de sa vie. Il passa sa chemise froissée sans rechigner. Il ne me mentait donc pas, il allait travailler. Il ne se serait pas permis d'arriver débraillé dans le salon de Madame Mère. En compte, chez les meilleurs faiseurs de Vienne, il était si élégant. Marianne appréciait peu le chic bohème de certains étudiants. Elle considérait ses fils comme une vitrine de la réussite des Gödel. Après tout, le textile était une histoire de famille. Le père avait prospéré du statut de contremaître à celui de directeur d'une usine de confection. Moi-même, j'étais plutôt approximative. Malgré mes soins, ma toilette laissait toujours à désirer. Un bas filé, une manche mal tournée, une couleur de gants douteuse. Cependant, mon air de sot du lit l'excitait assez pour qu'il m'épargne ses manies. Pour Kurt, tout prenait une dimension extrême, mais il n'appliquait son terrorisme vestimentaire qu'à lui seul. Ce que j'avais jugé au début être du snobisme ou de l'atavisme bourgeois était une condition de survie. Kurt endossait ses costumes pour affronter le monde. Sans eux, il n'avait pas de corps. Il revêtait sa panoplie d'être humain chaque matin. Elle se devait d'être impeccable, car elle proclamait sa normalité. J'ai compris plus tard qu'il avait si peu de foi dans son équilibre mental qu'il quadrillait sa vie de banalité. Une tenue normale, une maison normale, une vie normale. Et j'étais une femme banale. « 7. Ce n'est pas mon anniversaire pourtant. Adèle hésitait à enlever son bonnet. Elle refusait d'exhiber son crâne clairsemé. Anna s'agenouilla, feignant de chercher dans son sac un miroir qu'elle avait déjà trouvé. Quand elle revint à la hauteur de Madame Gödel, celle-ci portait son offrande, un turban d'un gris bleuté très doux. « Vous êtes belle, Adèle. Vous ressemblez à Simone de Beauvoir. Il va bien avec vos yeux. » La vieille dame s'examina avec complaisance. « Vous m'avez appelé par mon prénom. Je n'ai pas de problème avec ça. C'est juste de l'utiliser en fonction des circonstances. Je ne suis pas sénile. » Elle replia et lissa le papier de soie en un carré parfait. « Gladys ne se privera pas de dire que ça me vieillit. » « Depuis quand vous préoccupez-vous de l'opinion des autres ? » Elle paraît inoffensive, mais c'est une peste. Elle fouille dans mes affaires. Je pense avoir compris le message. Gladys a le fiel discret. La voir trop souvent peut vous tuer à la longue. D'ailleurs, elle a usé 3 maris. Elle est encore en chasse. Certaines ne renoncent jamais. Elle nettoya le miroir d'un revers de manche avant de le rendre à Anna. « Alors, quel est le tarif de votre générosité ? Je ne suis pas née d'hier, jeune fille. Il y a toujours un prix à un cadeau. » Cela n'a pas de rapport avec le narlas. J'aimerais vous poser une question personnelle, si vous m'y autorisez. Je me demande de quoi vous pouviez discuter avec votre mari. Vous vous excusez sans cesse, c'est fatigant. Adèle rangea le papier plié dans son chevet. Anna, elle, ne savait comment occuper ses mains. Elle les cacha entre ses cuisses jointes. « Que font vos parents ? » Ils sont professeurs d'histoire tous les deux. Rivaux ? Collègues. Vos parents, tout intellectuels qu'ils étaient, je suis sûre qu'ils se promenaient le dimanche en se tenant par la main. Ils parlaient beaucoup ensemble. Elle s'entendit mentir sans frémir. Si elle avait été tout à fait honnête, Anna aurait dû remplacer parler par crier. Entre eux, tout était objet de compétition, même leur enfant. Les conférences de l'un faisaient écho aux travaux de l'autre, quand ils ne bataillaient pas au grand jour. Ils avaient attendu l'entrée de leur fille à l'université pour signer une trêve tacite. Chacun avait délimité un territoire assez large où exprimer sa grandeur. Rachel avait rejoint Berkeley sur la côte ouest, et George avait pris d'assaut Harvard sur ses terres natales. Anna était restée à Princeton, seule dans la ville qu'elle avait toujours voulu quitter. Comment se sont-ils rencontrés ? Pendant leurs études. Ça vous épate qu'une femme comme moi ait su capturer une grosse tête comme lui. Je vis entourée de grosses têtes, elles ne m'impressionnent pas. Mais votre mari est une légende, même parmi ces gens. Il était connu pour être singulièrement hermétique. Nous étions un couple, ne creusez pas plus loin. Et vous discutiez de son boulot le soir à table ? Aujourd'hui, j'ai prouvé la possibilité du voyage dans l'espace-temps. Passe-moi le sel, chérie. C'était comme ça chez vous ? Je ne prenais pas mes repas avec mes parents. Je vois. Éducation bourgeoise ? Prophylaxie. Je ne comprends pas. J'ai été éduquée à l'ancienne. L'enfance d'Anna avait été nourrie d'un chaos domestique perpétuel bien circonscrit entre des portes capitonnées.
Dîner en tête-à-tête avec la gouvernante, école privée, cours de danse et de musique, robe à smock et inspection générale avant la parade en société. Au retour des raouts où papillonnait sa mère et pontifiait son père, elle se recroquevillait sur la banquette arrière de la voiture, simulant le sommeil pour ne pas être asphyxiée par leur conversation. Devant le sourire amer de la jeune femme, Adèle préféra s'absorber dans l'examen de ses doigts. Elle sembla satisfaite du décompte. Pour être tout à fait franche, dans les débuts de notre relation, je le harcelais. Je ne supportais pas d'être exclue. Je n'avais pas accès à la plus grande part de sa vie. J'ai dû apprendre à garder ma place. Je n'étais pas là pour ça. Cela me dépassait vraiment, même si je ne voulais pas l'admettre. Et puis, nous avions d'autres soucis. Anna servit un verre d'eau à la vieille dame pour soulager son palais desséché. Adèle l'accepta d'une main hésitante. Elle tentait en vain d'en maîtriser le tremblement. Kurt était dans une quête de la perfection incompatible avec l'idée de vulgarisation. Elle implique une certaine forme de compromission et d'inexactitude. Ce que je sais de son travail, je l'ai grappillé chez les autres. J'ai beaucoup écouté. Quand avez-vous pris conscience de son importance ? Dès le début. Il était une petite vedette à l'université. Avez-vous assisté à la jeunesse du théorème d'incomplétude ? Pourquoi ? Vous comptez écrire un bouquin ? J'aimerais entendre votre version. Ce théorème est devenu une sorte de légende pour initiés. Ça m'a toujours bien fait rire tous ces gens qui parlent de ce foutu théorème. En réalité, je serais étonné que la moitié d'entre eux l'aient compris. Quant à ceux qui s'en servent pour démontrer tout et n'importe quoi, moi, je reconnais les limites de ma compréhension. Elles ne sont pas celles de ma paresse. Ces limites ne vous mettent pas en colère ? À quoi bon lutter si on n'y peut rien ? Ça ne vous ressemble pas. Vous pensez déjà me connaître ? Vous êtes plus que vous n'en laissez paraître. Mais pourquoi moi ? Pourquoi m'autorisez-vous à revenir ? Vous n'avez pas hésité à me malmener. J'ai horreur de la condescendance. J'apprécie votre mélange d'excuses et d'insolence. J'aimerais découvrir ce que vous cachez sous votre jupe de première communiante. D'un geste délicat, elle enfouit une maigre mèche échappée du turban. Savez-vous ce que disait Albert ? Oui, Einstein était de nos intimes. Ça la pose là, non ? Ah, qu'est-ce qui nous bassinait avec celle-là ? Anna se pencha pour ne pas perdre un mot. L'expérience la plus belle et la plus profonde que l'on puisse avoir est le sentiment de mystère. Bien sûr, on peut en déduire une preuve de foi. J'y lis autre chose. J'ai effleuré le mystère. Vous relater des faits ne traduira jamais cette expérience. Racontez-le-moi comme une belle histoire. Je n'écrirai pas un rapport là-dessus en rentrant. Cela n'a rien à voir avec eux. Juste vous, moi et une tasse de thé. Je préférerais un peu de bourbon. Le jour n'est pas encore tombé ? Bon, alors un doigt de chéri. 8. Août 1930. Le café de l'incomplétude. Je me suis gardé de faire de la vérité une idole, préférant lui laisser son nom plus humble d'exactitude. Marguerite Yourcenar, L'œuvre au noir. Les soirs de relâche, je l'attendais à la sortie du café Reichsrat, en face de l'université. Ce café n'était pas pour moi. On y parlait plus qu'on y buvait. On y refaisait un monde dont je ne soupçonnais pas qu'il ait besoin d'être reconstruit. La réunion de ce soir-là devait être consacrée à la préparation d'un voyage d'études à Königsberg. Je n'avais aucun regret de ne pas y être convié. Un congrès sur la théorie de la connaissance des sciences exactes n'avait rien d'une villégiature amoureuse. Les jours précédant cette réunion, Kurt avait été animé d'une vibration particulière. Il était enthousiaste, un état inédit. Il avait hâte de présenter ses travaux. Je patientais sous les arcades quand je le vis enfin sortir du café, seul, longtemps après le gros de la troupe. J'avais soif, j'avais faim, et je m'apprêtais à lui faire une scène, par principe. À sa voussure, je compris que le moment était mal choisi. « Tu as envie d'aller dîner ?»« Ce n'est pas nécessaire. » Il boutonna sa veste avec soin. Elle n'avait plus le tombé impeccable de l'été passé. Elle semblait appartenir à un autre homme, plus épais. « Marchons si tu veux bien. » Pour lui, marcher signifiait s'imprégner de silence. Au bout de quelques minutes, je n'y tins plus. Que faire sinon parler pour réconforter un homme qui refuse de manger ou de vous toucher ? Je ne connaissais pas de meilleur remède à l'angoisse. Pourquoi t'obstines-tu à participer à ce cercle si tu ne partages pas leurs idées ? Ils m'aident à réfléchir et j'ai besoin de faire circuler mes recherches. Je dois publier ma thèse pour être habilité à enseigner. Tu ressembles à un petit garçon déçu par ses cadeaux de Noël. Il releva son col et enfouit les mains dans ses poches, insensible à la moiteur de la nuit. Je passai mon bras au sien.
J'ai lâché une bombe sur la table et tout le monde me tapote dans le dos, demande l'addition et puis c'est tout. Je frissonnais moi aussi. La faim, sans doute. Tu es sûr de toi ? Tu n'as pas pu te tromper dans tes calculs ? Il repoussa mon bras et choisit un autre couloir de pavé pour sa translation. Ma démonstration est irréprochable, Adèle. J'en suis certaine, je connais ta manière d'ouvrir 3 fois une fenêtre pour t'assurer qu'elle est bien fermée. Un groupe de fêtards nous bouscula. Je galopais sur mes talons pour revenir à sa hauteur. Il n'avait pas interrompu le fil de sa pensée et je dus me raccrocher aux branches. Charles Darwin a dit que les mathématiciens sont des aveugles cherchant dans une pièce sombre un chat noir qui n'existe pas. Je suis, moi, dans la plus pure des lumières. Comment peuvent-ils douter alors ? Votre domaine est celui de la certitude. Tout le monde sait que 2 + 2 = 4. C'est la vérité pour toujours. Certaines vérités sont des conventions transitoires. 2 et 2 ne font pas toujours 4. Mais enfin, si je compte sur mes doigts, il est très loin le temps où l'on se basait sur ce qu'on ressent en mathématiques. Au contraire, on s'efforce de manipuler des objets non subjectifs. Je ne comprends pas. J'ai beaucoup de respect pour toi, Adèle, mais il est des sujets qui te dépassent vraiment. Nous en avons déjà parlé. Parfois, les idées les plus compliquées progressent quand on tente de les énoncer simplement. Certaines idées ne peuvent s'énoncer simplement dans le langage des hommes. Nous y voilà, vous vous prenez pour des dieux. Vous feriez mieux de vous intéresser de temps en temps à ce qui se passe autour de vous. Es-tu conscient de la misère des gens ? Te sens-tu un tant soit peu concerné par les prochaines élections ? Oui, je lis le journal, Kurt. Il est écrit dans le langage des hommes. Tu dois apprendre à maîtriser ta colère, Adèle. Il me prit par la main, ce qui en public était une première. Nous marchâmes jusqu'à l'angle de l'avenue en suivant les arcades silencieuses. Dans certains cas, on peut démontrer une chose et son contraire. Cela n'a rien de neuf, je suis une spécialiste en la matière. En mathématiques, cela se nomme inconsistance. Adèle, chez toi, c'est l'esprit de contradiction. Je viens de prouver qu'il existe des vérités mathématiques impossibles à démontrer. C'est l'incomplétude. Et c'est tout. L'ironie ne pouvait être un pont entre nous. Il la percevait comme une simple erreur de communication. Elle l'obligeait parfois à reformuler, à trouver une illustration acceptable. Ses rares efforts étaient de réelles preuves d'amour, une relâche temporaire du joug de la perfection. Imagine un être doué d'une vie éternelle et dont l'immortalité serait consacrée à recenser les vérités mathématiques, à définir ce qui est vrai et ce qui est faux. Il ne pourrait jamais achever sa tâche. Dieu, en résumé. Il hésita un instant à avancer, l'usure du sol brouillait la piste qu'il s'était fixée. Les mathématiciens sont comme des enfants qui empilent des briques de vérité les unes sur les autres pour construire le mur qui remplira le vide de l'espace. Ils se demandent si certaines sont vraiment solides, si elles ne vont pas faire s'écrouler l'ensemble. J'ai prouvé que sur une certaine partie du mur, certaines briques sont inaccessibles. On ne pourra jamais donc vérifier que tout le mur est solide. Sale gosse, c'est pas joli de casser les jeux des autres. Ce jeu est aussi le mien, mais je n'envisageais pas de le détruire au départ. Bien au contraire. Pourquoi ne retournes-tu pas à la physique alors ? Tout y est encore plus incertain, surtout en ce moment. Ce serait trop long à t'expliquer. Les physiciens sont plutôt dans l'empilement. Ils cherchent le sceau plus grand qui pourrait recouvrir les sceaux des camarades précédents, des théories plus globales. Les uns ou les autres essaient de toute façon de pisser plus loin que leurs petits camarades. Je suis certain que mes confrères apprécieraient pleinement ta vision des scientifiques, Adèle. Qu'ils y viennent, je vais leur apprendre la vie, moi. Il évalua quelques secondes l'idée de m'envoyer en guise de représailles dans les bureaux feutrés de l'université. Elle ne suffit pas à le détendre. Je n'ai pas leur respect. Je sais ce qu'ils racontent dans mon dos. Même Wittgenstein, qui se méfie pourtant des positivistes, me prend pour un prestidigitateur, un manipulateur de symboles. Celui-là n'a pas toute sa tête. Il a laissé sa fortune à des poètes pour vivre dans une cabane. Et tu ferais confiance à un gars pareil, Adèle. J'essaie de te faire rire, Kurt, mais je vois bien que nous sommes devant une impossibilité ontologique. Tu as appris ce mot dans les vestiaires du Narfalta ? Nous arrivâmes au coin de sa rue. J'apercevais au loin leurs fenêtres éclairées. Sa mère ne dormait jamais avant d'entendre le bruit de ses pas dans le couloir. Choisir de ne pas rentrer était la condamner à l'insomnie. Nous en plaisantions, parfois. Cette nuit, la solitude serait pour moi. En résumé, avec ta logique, tu as prouvé qu'il y a des limites à la logique. Non, j'ai démontré les limites du formalisme, les limites de notre langage mathématique actuel. Tu n'as donc pas mis toutes leurs foutues mathématiques à la poubelle, tu leur as seulement prouvé qu'ils ne seraient jamais des dieux. Laisse Dieu en dehors de tout ça. C'est leur foi en la toute-puissance de l'esprit mathématique qui est atteinte.
J'ai tué Euclide. J'ai abattu Hilbert. Je suis sacrilège. » Il sortit son trousseau, signe habituel de clôture des débats. « Ne t'approche pas trop, ma mère pourrait t'apercevoir de la fenêtre. » Je dois mieux préparer ma conférence. Je revois Carnap en tête-à-tête dans 2 jours. Cette grenouille qui se veut plus grosse que Adèle. Carnap est un homme bon, il m'a beaucoup aidé. Un rouge, il ne tardera pas à avoir des ennuis. Tu ne comprends rien à la politique. J'écoute la rue, et ce que j'y entends n'est pas en la faveur des intellos, crois-moi. J'ai assez de soucis comme cela, Adèle, je suis très fatiguée. Il remit ses clés dans sa poche, nous dormirions donc ensemble. L'attente serait pour elle ce soir. Te voilà enfin raisonnable. Je ne connais qu'une seule façon de te faire taire. Il avait mis à bas l'espoir de ses maîtres, non celui qu'ils avaient placé en lui, mais celui qu'ils avaient érigé pour leur propre omnipotence. Ses amis positivistes voulaient réduire l'indicible, ce que le langage des hommes ne pouvait atteindre. En mathématiques, borner la recherche à la seule machinerie était un leurre. Courte leur avait fourni un résultat destructeur construit avec le langage même qu'il était censé consolider. Il n'avait jamais été un disciple aveugle du cercle positiviste. Il se révélait même être le loup dans leur bergerie. Mais dans ce tout petit monde, il lui fallait se creuser une place. Il avait besoin d'eux pour se stimuler, ne pas se laisser porter par le Zeitgeist. Voilà aussi peut-être ce qu'il avait aimé en moi, ma candeur. J'acceptais. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.